18h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Ouverture officielle de la 14e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. La diversité artistique africaine célébrée au bord de la lagune ébriée. Des milliers de visiteurs enregistrés aux premières heures de l'événement. Et ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, accompagné de Françoise Remarque, ministre de la Culture, et de plusieurs personnalités, a visité le site du Massa au Palais de la Culture de Treichville. Ressources halieutiques, nous irons à San Pedro où Sidi Touré, le ministre en charge de la question, renforce les partenariats stratégiques pour la consolidation et la valorisation de l'économie bleue. Après avoir signé une convention avec l'Université Polytechnique de San Pedro, il a visité le port autonome de la ville. On en parle ce 20h. Atteinte d'une tumeur au cerveau dont l'origine serait héréditaire, une jeune fille de 19 ans se bat pour connaître une vie normale. Entre ses études, ses rêves et les douleurs qu'elle ressent du fait de la maladie, elle a fait le choix d'avancer entre espoir et inquiétude. Son histoire nous est racontée à travers un reportage réalisé par Dorcas Akishi et Marthe Akissi. Élément à suivre ce 20h. Et dans l'actualité, ce dimanche, ce vote pour la présidentielle au Bénin, où plus de 7,8 millions d'électeurs étaient convoqués aux urnes ce matin pour choisir le successeur du président Patrice Talon. Des échos de ce vote ici en Côte d'Ivoire et à Cotonou, où nous retrouverons nos reporters Mahama Traoré et Adama Sangaré. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous suivre. La 14e édition du Massa, le marché des arts, a démarré depuis hier. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les premières heures, des milliers de festivaliers et de visiteurs se sont donc rendus du côté du Palais de la Culture. Le Massa, on en parle maintenant. Et nous le disions à l'instant, la diversité africaine célébrée au bord de la lagune d'Ébrié, au marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Occasion vous est donnée de venir voir s'exprimer des virtuoses de la musique, du cirque, du conte et de la danse et du théâtre. Adama Kéré et Régis Kofi nous font revivre l'ambiance qui a prévalu hier au cours de la cérémonie d'ouverture. Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, je déclare ouverte la 14e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. C'est fait, le Massa 2026 est lancé. La cérémonie d'ouverture, une préfiguration des spectacles préparés pour les visiteurs. Le Brésil, pays invité spécial. Puis le Maroc, pays invité d'honneur. Avant le spectacle Aquaba de la Côte d'Ivoire. Une représentation des arts vivants dans toutes leurs composantes. La danse, la musique, le théâtre, l'humour, le cirque, avec 400 artistes. Et ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine, je dis, et personne n'est parvenu à me vaincre. Art du spectacle en Afrique, outil d'intégration économique et sociale. Le thème de ce Massa 14, qui se veut être un véritable catalyseur financier et un levier de professionnalisation pour les créateurs du continent. Le Massa est une grande opportunité qui permet à tous les génies créateurs de se rassembler pour faire découvrir ce que l'homme cache de plus cher en lui-même. Le Massa permet de vénérer ce que nous appelons l'économie orange, c'est-à-dire toutes les forces de culture qui permettent à l'humanité de générer des profits, des occasions économiques par l'art, le spectacle et tout ce qui y est connexe. Cette année, 51 pays vont performer sur 11 scènes différentes. 300 spectacles offerts gratuitement. Et pour un top départ, cette 14e édition du Massa, le marché africain des arts du spectacle d'Abidjan, a drainé du beau monde. Une cérémonie d'ouverture colorée et à la hauteur des ambitions fixées par les organisateurs. Une ambiance acoustique et scénique, loin d'avoir laissé indifférents les milliers de visiteurs qui ont effectué le déplacement du Palais de la Culture de Treichville. Le récit de Michel Mambo. Du rythme, des couleurs, des pieds qui trépignent sur une chorégraphie parfaitement orchestrée par de jeunes talents,
400 au total sur une même scène, le tout dans une symphonie conçue de main de maître par Georges Momboy, un spectacle époustouflant pour dire Akwaba Massa 2026. C'est magnifique. Je pense qu'on a besoin vraiment d'encourager et le Massa travaille à faire travailler les jeunes. C'est vraiment chouette. Le Massa ne prône que l'éducation, le civisme, l'instruction, la valorisation du patrimoine culturel. Vous voyez la cérémonie d'ouverture. La Côte d'Ivoire est terre bénie. De grands noms du théâtre, du cinéma, de la danse, mais également des visiteurs venus des 4 coins du monde pour prendre part à cette cérémonie d'ouverture, tous séduits par la qualité du spectacle. C'est un événement dont j'ai toujours rêvé de participer et aujourd'hui c'est l'occasion pour moi d'être là. La cérémonie d'ouverture, c'est vraiment génial. Déjà juste un spectacle et j'ai trouvé ça génial, donc j'ai hâte de voir la suite et ça va durer une semaine, donc c'est super. C'est une grande surprise, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, autant de stands, je m'attendais à un truc plus simple. Mais au final, c'est vraiment très grand. 51 pays africains, 3000 professionnels, artistes, programmateurs du monde entier. Des milliers de visiteurs attendus à ce Massa 14. La grande messe a démarré ce samedi 11 avril 2026. C'était magnifique. Et au regard des images qui précèdent, difficile de se faire compter cette ambiance du Massa qui célèbre les arts vivants et qui draine les amoureux et les passionnés de culture. Ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, accompagné de Françoise Remarque, ministre de la Culture, et de plusieurs personnalités, a visité le site du Massa au Palais de la Culture de Trècheville. Les activités au programme se déroulent bien. C'est ce que nous confient nos reporters Ulrich Thibault et Amidi Rassouba. Abidjan, sous les feux des projecteurs de la 14e édition du Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, accompagné de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de plusieurs autres personnalités venues s'imprégner du bon déroulement des activités en ce premier jour de Massa 2026. Premier halte, le stand du pays à l'honneur, le Maroc, illustrant la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Les visiteurs de notre stand auront l'occasion de voir le thé marocain, de voir les délices de la pâtisserie également marocaine. Prochain arrêt, la zone Street Art, à travers le Massa scène décalée. Une lucarne qui permet de valoriser la danse et la créativité urbaine. Patrick Hachi est le parrain de l'édition 2026. Quand on imagine que son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, en tant que Premier ministre, a lancé la première édition du Massa, qu'en venant à la 14e édition, on voit ce qu'on voit, on dit que c'est une réussite fulgurante. Donc j'ai été extrêmement impressionné et j'ai beaucoup d'espoir que le Massa atteigne ses objectifs, développer le secteur de la culture, mais pas seulement en tant que culture, mais comme industrie de l'art et du spectacle, générateur de revenus, créateur d'emplois, et puissant facteur de développement du soft power ivoirien. Pour le lundi 13 avril, le public aura droit à des contes, théâtre, musique, slam, en passant par l'art de la rue et marionnette, un menu ficelé pour conquérir tout le monde. Loin des décibels et des scènes d'expression de l'art, Madame, Monsieur, sachez que du 3 au 17 juin 2026 et même au-delà, nous sommes tous appelés à être des citoyens éco-responsables pour une transition écologique juste. Ainsi, nous serons en phase avec le thème de la quinzaine nationale de l'environnement et du climat de l'édition 2026. Au cours d'une rencontre à son cabinet au plateau, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, a décliné les grandes articulations de cette quinzaine qui comportera plusieurs innovations. Reportage de Grace Kando. La métropole abidjanaise et certaines villes de l'intérieur vont vibrer au rythme de la quinzaine nationale de l'environnement et du climat du 3 au 17 juin prochain. Promouvoir les bonnes pratiques, les innovations technologiques et sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement. C'est ce que sous-tend cette vision du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. C'est de faire de telle sorte que l'environnement et la gestion durable, en tout cas des ressources naturelles, soient au centre de notre processus de développement socio-économique. C'est faire comprendre effectivement à toutes les parties prenantes que l'environnement, ce sont les énergies renouvelables, les énergies durables,
voir dans quelle mesure les Ivoiriens, dans leur grande majorité, peuvent utiliser les mobilités douces, les mobilités vertes, les mobilités électriques, de façon à réduire effectivement leur impact sur l'environnement et contribuer ainsi à l'atteinte des contributions déterminées au niveau national en termes de réduction des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous devons essayer de mettre un moratoire sur l'utilisation des emballages plastiques uniques qui se retrouvent pour la plupart du temps dans la lagune et dans certains ouvrages d'assainissement. L'édition 2026 de la quinzaine nationale de l'environnement et du climat enregistre plusieurs innovations et se déroule autour du thème « Je suis un citoyen éco-responsable pour une transition écologique juste ». Au niveau de la formulation même du titre, la manifestation, ça devient maintenant la quinzaine nationale de l'environnement et du climat. Parce que le dernier rapport sur les liens entre le climat et le développement nous montre que notre pays est à risque si nous prenons garde effectivement et que nous ne mettons pas en œuvre immédiatement des mesures d'adaptation et de mitigation par rapport aux impacts des changements climatiques sur différents secteurs de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En marge de ces journées seront organisées les Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques et le prix Ivoire Eco Award. Sur un autre terrain, celui des ressources halieutiques, Sidi Touré, le ministre en charge de la question, après avoir signé une convention avec l'Université Polytechnique de San Pedro, a visité le port autonome de la ville, des actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme de développement de la chaîne de valeur aquaculture et pêche. Il renforce ainsi les partenariats stratégiques pour la consolidation et la valorisation de l'économie bleue. Les précisions de Franck Quadio. Université Polytechnique de San Pedro, un geste symbolique, une signature de convention entre la dite université et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Sidi Timoko Touré sollicite l'expertise de la franchise pour le renforcement du programme de développement de la chaîne de valeur de l'aquaculture et de la pêche à Prodecap. Cette signature va nous permettre d'atteindre notre souveraineté alimentaire et réduire nos factures d'importation. L'Université de San Pedro est un pôle stratégique. Cette collaboration va nous permettre d'agir sur 3 leviers essentiels. Ce sont l'innovation technologique pour les solutions locales, l'économie bleue valorisant les potentiels halieutiques et aquacoles, puis l'employabilité pour la formation d'une élite participative diplômée entrepreneur. Au port de San Pedro, seconde escale de la délégation du ministre Sidi Timoko Touré, une rencontre de travail avec Hilaire Lamizana, directeur du 2e port du pays en termes de tonnage de marchandises traitées, environ 8 millions de tonnes. Il s'agit d'examiner ici les conditions de promotion de l'économie bleue. Le concept économie bleue intègre toutes les activités économiques qui se dérouleraient sur les différents plans d'eau. Bien évidemment, le port est un acteur essentiel, sinon primordial, dans la mise en œuvre de cette vaste initiative validée par le gouvernement par ailleurs dans le cadre de notre plan de politique. Une rencontre productive intégrant toutes les forces vives dans les chaînes de valeur constituant l'économie bleue, en l'occurrence les femmes opérant dans le secteur de la pêche. Et parlons justement du développement de l'économie bleue. Le sujet était à l'honneur au magazine du dimanche de 13h. Aujourd'hui donc, avec plus de 500 km de littoral, la Côte d'Ivoire dispose d'un vaste champ de lagunes et de fleuves et un potentiel encore largement sous-exploité. Quelle exploitation de ces ressources au bénéfice des populations? Hamza Diaby s'est entretenu avec le docteur Serge Ngandi, spécialiste du secteur. Au cœur de leurs échanges, un projet, le projet de développement des chaînes de valeur, de l'aquaculture et de la pêche durable et compétitive. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. L'économie bleue fait référence à l'exploitation durable des ressources marines, océaniques et des eaux intérieures dans le but de favoriser une croissance économique, de créer de la richesse et des emplois et tout ça dans la préservation donc, de l'environnement. L'économie bleue, il faut dire, contribue à la souveraineté alimentaire, bien sûr à travers l'adoption de pratiques durables, respectueuse de l'environnement. Cette économie bleue-là permet de mettre à la disposition de la population une alimentation saine et nutritive. Aussi, cette économie bleue permet de diversifier les sources alimentaires et aussi permet de réduire ce qu'on appelle les pertes post-capture au niveau donc de la pêche et permet aussi le renforcement donc des compétences au niveau local et, in fine, cette économie bleue va permettre donc d'améliorer le revenu et le niveau de vie des producteurs. Le Prodecap, déjà, s'inscrit dans la politique nationale de développement de l'économie bleue et notamment dans la promotion de l'économie bleue.
Et naturellement, ce projet-là est aligné bien sûr sur le plan national de développement, le PND, et aussi le programme national d'investissement agricole, le PENIA. Et de ce PENIA, nous avons la politique de développement de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, la PONADEPA 2, de laquelle donc est tiré ce programme-là. Et il faut dire que du point de vue donc, de la préservation de l'environnement, ce projet est aligné également avec les contributions déterminées au niveau national. Et récemment, donc, à Belém, au Brésil, la Côte d'Ivoire a pu prendre un engagement pour réduire ces gaz donc, à effet de serre à hauteur donc, de 33,07%. Troisième titre de ce journal, Madame, Monsieur, certaines épreuves se vivent en silence, mais méritent d'être connues. Cette phrase à elle seule résume la portée du reportage réalisé par Dorcas Akichi et Marthe Akissi. C'est l'histoire d'une jeune fille de 19 ans atteinte d'une tumeur au cerveau, dont l'origine serait héréditaire. Elle vit à Treichville dans une maison comme les autres, et pourtant sa vie ne ressemble en rien à celle des autres. Entre ses études, ses rêves et les douleurs qu'elle ressent du fait de la maladie, elle a fait le choix d'avancer entre espoir et inquiétude. Reportage. À Treichville, dans cette maison discrète, Maïmouna tente de vivre comme toutes les jeunes filles de son âge. Études, tâches ménagères, vie de famille, en apparence un quotidien ordinaire. Mais derrière ces gestes simples se cache un combat silencieux, celui contre une tumeur au cerveau. À seulement 19 ans, Maïmouna vit avec une maladie qui bouleverse sa vie. Elle se souvient des premiers signes. Souvent, je sentais les mal. Souvent, j'ai mal, ça me tire. Je sens le courbature. Au début, de simples douleurs, puis peu à peu, un gonflement visible, impossible à ignorer. Mais la maladie ne fait pas que souffrir le corps, elle expose aussi au regard des autres. Je reçois les moqueries dehors. Les gens se moquent de moi par rapport à mon handicap. Ils me posent les doigts sur moi. Même souvent, quand j'étais au primaire, j'avais envie de sortir à 10 heures. Parce que quand je sors, les gens qui se moquent de moi. Le tribunal des préjugés, un poids supplémentaire à porter. Ses parents, eux, se souviennent des débuts de la maladie. Le mal a commencé par une tache au niveau de là. Et après, on a vu qu'à ce niveau, ça commençait à gonfler. Lorsqu'elle avait 4 ans, je pense. C'est en 2014 qu'il y a eu l'opération chez le Treichville. Donc, lorsqu'ils l'ont opéré, on s'est dit, oh Dieu, c'est fini. Bon, lorsqu'ils sont allés enlever, parce qu'il y avait mis des bandes. Et quand on a enlevé la bande, c'est là qu'on a vu qu'il y avait un truc encore derrière qui n'était pas encore fini. Depuis, toute la famille s'organise comme un seul homme pour accompagner Maïmouna dans ce combat. Pour comprendre cette maladie et son évolution, nous avons rencontré Dr Médard Kakou au laboratoire d'anatomie au CHU de Cocody. Depuis quelques mois, il suit la jeune fille atteinte de cette tumeur liée à des facteurs génétiques ou héréditaires. Cette patiente, en fait, c'est une affection génétique. On appelle ça affection autosomale génétique. Ça touche les nerfs et la peau. Et quelque chose. Il aurait fallu agir directement sur les gènes. Mais au stade actuel de la médecine, on ne peut pas faire un traitement curatif. C'est définitif. De ce qu'on fait, c'est un traitement donc, symptomatique. On agit sur les symptômes. Ici, le symptôme le plus important, c'est le côté inesthétique. Donc, on a une masse qui est occipitale, qui est géante. Et donc, ce qu'on va enlever pour donner quand même un profil le plus esthétique à la jeune fille. Sinon, on ne peut pas agir sur la tumeur elle-même. Selon le spécialiste, ce type de tumeur peut évoluer lentement, mais exercer une pression sur certaines zones du cerveau. Lorsqu'il y a une néoformation qui se met en place, eh bien, cela augmente la pression de base. Et donc, la personne va commencer à se plaindre de maux de tête, ce qu'on appelle céphalée. La personne va avoir des signes de localisation, par exemple. Si c'est une zone motrice,
la personne va commencer à avoir une paralysie. Ou alors si c'est une zone de langage, la personne va avoir des troubles du langage. Le cas de Maïmouna n'est pas isolé. Un enfant sur 3000 naissances en Afrique est atteint de tumeurs cérébrales héréditaires, d'après les experts. À ce jour, il n'existe pas de chiffre officiel récent pour la Côte d'Ivoire, mais la maladie est bien réelle. Des cas peu fréquents et des opérations encore plus rares, comme celui d'une jeune patiente prise en charge il y a plus de 30 ans, en 1992. Malgré la douleur et les épreuves, Maïmouna avance un pas après l'autre, avec un suivi régulier, un traitement adapté et des contrôles constants. Elle bénéficie d'un accompagnement indispensable pour stabiliser la maladie, afin de continuer à vivre comme une jeune fille ordinaire. Une situation qui nous rappelle que la santé est un cadeau précieux. Force et courage à Maïmouna. De Trècheville, nous prenons la direction du poste de contrôle juxtaposé de l'Aléraba, frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Notre reporter Soro Corona nous apprend que le transport transfrontalier de biens et des personnes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso connaît un nouveau dynamisme avec la mise en service des administrations ivoiriennes. Reportage. Réduire le temps de contrôle, fluidifier le flux de trafic des biens et des personnes aux postes frontaliers et renforcer le corridor Abidjan-Ouagadougou. Ces recommandations de l'UEMOA sont désormais traduites en actes concrets par la construction des postes juxtaposés aux frontières. Celui de l'Aléraba est désormais opérationnel avec le déploiement des agents des administrations ivoiriennes désignés. Le poste de contrôle juxtaposé est une infrastructure communautaire de l'UEMOA qui vise à rassembler donc les États frontaliers sur un seul espace pour faciliter tout ce qu'il y a comme contrôle de passage. Mise en œuvre en début de semaine, les transporteurs constatent déjà les premières retombées. Cette ouverture des PCJ marque une étape très importante dans la mise en œuvre de notre mission, notamment qui est de faciliter les échanges entre nos États et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Le corps préfectoral de Ouagadougou et les parties prenantes sont en visite sur le site pour voir l'effectivité des contrôles et des procédures. Tous les agents côté Côte d'Ivoire sont installés et sont au travail. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui de cette étape importante qui va conduire à l'opérationnalisation véritable des postes de contrôle pour pouvoir atteindre l'objectif de fluidité dans les contrôles et dans les échanges. Le poste de contrôle juxtaposé de l'Aléraba est construit sur une superficie de 15 hectares avec plusieurs postes de contrôle et peut accueillir 800 véhicules par jour. Les services des douanes, de la police, des eaux et forêts et ceux des ministères concernés de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso y seront déployés pour la fluidité du trafic en vue d'une économie régionale plus dynamique. Et dans l'actualité, ce dimanche, ce vote pour la présidentielle au Bénin, où plus de 7,8 millions d'électeurs étaient convoqués aux urnes ce matin pour choisir le successeur du président Patrice Talon. Ici en Côte d'Ivoire, dès 7h, les ressortissants béninois vivant dans le pays ont voté au sein du consulat béninois, l'un des 10 centres ouverts à l'étranger. 2 candidats sont en lice, Romuald Wadani, candidat du parti au pouvoir, et Paul Ounpé du parti FCBO, opposition dite modérée. Reportage de FW. C'est avec un bulletin de vote unique avec la photo des 2 candidats et leurs colistiers que les Béninois devront choisir leur futur président de la République. Une mobilisation qui dépasse les frontières nationales. À Abidjan, le seul lieu de vote est installé pour la circonstance au sein du consulat, l'un des 10 centres ouverts à l'étranger. Que tout se déroule très bien comme je l'ai constaté jusqu'à la fin et que les résultats soient proclamés et que le vaincu reconnaisse le vainqueur et que le Bénin avance. La communauté béninoise en Côte d'Ivoire est l'une des plus importantes de sa diaspora. Dans cette dynamique, le consul du Bénin appelle à la cohésion et à l'unité autour de ce scrutin. C'est un bonheur, n'est-ce pas, d'affirmer et de poser, n'est-ce pas, cet acte civique et citoyen en venant orienter ou décider du choix délibéré de son candidat. C'est le pays qui nous appelle. Près de 13 000 votants devront choisir entre Romuald Wadani du parti au pouvoir et Paul Ounpé de l'opposition.
Et du côté de Cotonou, capitale du Bénin, de nombreuses missions d'observation se sont déployées pour suivre ce scrutin. Au nombre de celles-ci, la mission d'observation de la CEDEAO, nos envoyés spéciaux Mahama Traoré et Adamas Sangaré nous font le point de l'ambiance qui a prévalu au cours de cette journée de vote. C'est à l'école primaire Charles Guillot, dans le 5e arrondissement de Cotonou, que Patrice Talon est venu voter. Un moment de fierté pour le président sortant, venu ainsi participer à la désignation de son successeur au palais de la Marina. Et je quitte la charge avec le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même, d'avoir amené le pays à faire quelques pas dans tous les domaines. Quelle que soit l'issue du vote, nous aurons tous la certitude que le Bénin a franchi un cap dans son histoire. Les deux prétendants au fauteuil présidentiel ont également voté. Romuald Wadani l'a fait dans la commune de Lokossa, sa terre natale, dans le sud-ouest du Bénin, partie du pays où est également située la commune de Bopa, où a voté l'autre candidat à cette présidentielle, Paul Onkwe. Toute la journée, les Béninois se sont mobilisés par petits groupes aux urnes. Certains ont attendu les derniers moments pour voter, comme ici à l'EPPK Djeoum, à Cotonou. J'étais à l'église. Après l'église, j'ai fait mes travaux domestiques et je suis venue maintenant. Moi, je pense que c'était à 17h. C'est pour ça que j'ai pris tout mon temps avant de venir. Je n'ai pas trouvé mon nom dedans. C'est maintenant que j'ai trouvé mon nom. Et j'ai fait ça. Dès la fermeture des bureaux de vote, à 16h, les agents électoraux ont procédé au dépouillement puis au décompte des voix sous le regard des observateurs, dont ceux de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toute la journée, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, a suivi le déroulement des opérations de vote depuis une salle spécialisée. Le rapport des observateurs de la CEDEAO parle d'un pays général au pays. Et ça, c'est important et ça fait qu'il donne une crédibilité aux élections. Et deuxième chose, les élections sont bien organisées. Les matériels sont bien déployés. Les bureaux de vote fermés, les Béninois attendent désormais le verdict des urnes afin de connaître le nom de leur futur président de la République. D'autres échos de ce scrutin que nous aurons assurément dans nos prochaines éditions. À suivre à présent le 7 sur 7, le point des actualités qui ont marqué la semaine. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a demandé lundi au parquet européen d'engager sans délai d'éventuelles poursuites contre des députés de son parti dont il a demandé la levée de l'immunité parlementaire dans le cadre d'une enquête sur une fraude présumée aux aides agricoles de l'Union européenne. Près de 2 mois après des violences qui ont fait un mort sur le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le bras de fer avec les autorités se poursuit. Le collectif des amicales de l'UCAD a dénoncé mardi la fermeture prolongée de 2 bâtiments qui permettent de loger quelques 1000 étudiants. Ces étudiants exigent aussi le paiement des arriérés de bourse. Le président américain Donald Trump a rencontré mercredi Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. La Maison-Blanche a reproché aux États membres de l'OTAN d'avoir tourné le dos aux États-Unis dans le cadre de la guerre contre l'Iran. Mark Rutte, de son côté, a estimé au contraire que les pays européens avaient rempli leurs promesses. Le ministre chinois des Affaires étrangères s'est rendu jeudi en Corée du Nord et le mois dernier, la ligne Pékin-Pyongyang, fermée depuis 6 ans en raison de l'épidémie de Covid, a repris du service. Au Mali, les vols humanitaires dans les régions du Nord assurés par UNAS, le service aérien humanitaire des Nations Unies et par le CICR ont repris ce vendredi. Ils étaient suspendus depuis le 30 mars. Le syndicat de pilotes du premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a appelé samedi à une nouvelle grève en Allemagne lundi et mardi prochain en raison de conflits sur les retraites et la rémunération des salariés. 7,8 millions d'électeurs béninois se sont rendus ce dimanche aux urnes pour choisir entre le candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani, et le candidat de l'opposition, Paul Onkwe, porte-étendard des forces Kori pour un Bénin émergent, FCBE. Le principal enjeu reste le taux de participation.
Le 7 sur 7 proposé par Lonsine Bakayoko. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.